avant d'oublier, donc comme je mentionnais, cours 12, vous avez la capsule vidéo pour les in-situ. Vous avez le meuble de réception en DWG, donc vous avez le géométral finalement du meuble de réception, donc plan, élévation, profil. Puis j'ai mis aussi cartouche HEC dans lequel j'ai ajouté le logo du CVM, donc la petite perspective du CVM dedans. Donc, juste voir comment réagit le logiciel Revit avec les familles quand on les insère. Donc, un petit peu le même principe que dans AutoCAD pour les blocs. Hein, si on insère un bloc qui provient de l'extérieur et on l'insère dans notre dessin, dans notre maquette, ben, le logiciel va nous mentionner qu'il y en a déjà un qui existe, est-ce qu'on veut remplacer la version existante, etc. Donc, même principe que dans AutoCAD. Donc, je vous ai mis le petit cartouche HEC. J'ai juste une petite question. Oui, dis-moi. La maquette est à remettre quand exactement? La maquette est à remettre complètement à la fin, là. Donc, je laisse toujours le plus de temps possible pour que vous puissiez avoir le plus de temps pour produire la chose pour qu'elle soit à votre goût le plus possible. Donc, à la semaine 15 jusqu'à minuit, vous avez, donc selon votre groupe, là, on pourra aller voir le calendrier, mais la semaine 15. Parce que le calendrier, étant donné qu'il y a eu une grève un des mardis, Oui, techniquement, notre cours 15, ce serait le 18 mai. oui, c'est ça, exactement. OK, parfait. Merci. Donc, Puis, le 18 mai, vous avez jusqu'à 23h59 pour déposer vos maquettes. Oui. l'épreuve certificative, est-ce qu'elle elle est le 18 ou le 11? Ben, ça sera à votre choix. Hein? Donc, je laisse toujours l'opportunité à ceux qui ont terminé et qui veulent faire l'épreuve certificative le 11. Elle est prête, vous allez pouvoir le faire. Sinon, le 18, évidemment, c'est la date qui était prévue au calendrier, donc la semaine 15. Mais je laisse la porte ouverte pour ceux et celles qui voudront la faire à l'avance. Vous allez avoir l'opportunité de le faire sans problème. Parfait, merci. C'est bon, ça répond. Excellent. Donc, juste un petit tour d'horizon pour le projet 2. Bon, le projet 2, on le sait, c'est le fond de plan que vous faites en projet d'éclairage. On s'est aperçu, bon, évidemment, qu'il y a des fenêtres en arrondi. Donc, je vous avais mentionné de faire un mur rideau rectangulaire pour commencer. On va aller modifier le profil de ça pour corriger le tir. Donc, on va voir comment on fait ça. Évidemment, quand je pars à un nouveau projet, je me fais un petit relevé, je viens prendre les différentes mesures. Vous avez des murs existants, bien souvent, on ne connaît pas la composition. Ce que je vous avais demandé de faire pour le mur extérieur, c'était d'utiliser le mur avec la brique à l'extérieur, puisque dans notre élévation, on voyait bien que c'était de la brique à l'extérieur du bâtiment. Et avant d'aller plus loin, est-ce que vous avez posé la question à votre prof si c'était au deuxième ou au troisième étage, votre aménagement? Moi, j'ai vérifié dans le document, ça disait que c'était le deuxième. Le deuxième? OK. Ouais. Donc, on pourra, dans notre maquette, spécifier le niveau et même supprimer les niveaux qu'on n'a pas de besoin quand on fait un projet. Donc, on va aller voir ça, comment donc, on table sur le fait qu'on est au deuxième étage. Excellent. Merci pour l'info. Puis, si je reviens ici. Donc, mur de briques extérieur. Donc, on utilise la composition mur extérieur et on vient ajuster la dimension. Pour les cloisons intérieures, c'est des murs de 6 pouces. Deux choix s'offrent à nous. On va voir dans le gabarit, là, il y a des cloisons en gyps, évidemment, avec une certaine composition qu'on peut ajuster l'épaisseur. Mais on va voir aussi qu'on a des cloisons qu'on appelle génériques, qui, en fait, quand on ne connaît pas la composition de la cloison, on peut utiliser ces types-là et on fait juste ajuster l'épaisseur qu'on a de besoin. Donc ça arrive souvent. Vous êtes en train de faire un relevé, puis là, vous dites, ben, OK, cette cloison-là, je n'ai aucune idée. Je n'ai pas fait de trou dedans pour voir qu'est-ce qu'il y avait comme composante. On n'y touche pas, on le conserve, ce mur-là. Donc, on peut très bien prendre un mur générique puisqu'on n'ira jamais spécifier ou détailler les composantes de cette cloison-là. Donc, on pourra aller voir là, comment on traite cette info-là dans la maquette. On a vu qu'on a des colonnes octogonales ici. On avait des petites portions de murs qui excédaient.
Donc, ça aussi, ça fait partie des notions d'aujourd'hui. Ça fait partie des in situ, là, en fait, des composantes sur mesure qu'on peut rajouter à nos maquettes. Donc, ça fait partie des éléments qu'on va voir aujourd'hui. Donc, je vais aller chercher ma maquette. Celle-ci. OK. Donc, j'ai inséré le plan CAD, évidemment. J'ai dessiné ma cloison extérieure. Donc, j'ai pris mon mur de base qui était un mur de briques. J'ai ajusté l'épaisseur pour qu'elle ait 10 pouces. Assurez-vous que dans votre façon de placer vos murs, si je viens mettre le détail, bien, que la brique est à l'extérieur. Votre façon de voir si la brique est à l'extérieur, c'est en se plaçant à une élévation, puis on peut aller voir. Puis de cette façon-là, on va aller voir que notre mur est bien en brique. Si vous avez inversé le mur, la brique sera à l'intérieur de votre bâtiment. Donc, on pourra inverser, évidemment, le sens de ces murs. OK. Donc, j'ai fait composition ici, 6 pouces. Ce que je mentionnais tantôt, c'est que si vous avez des cloisons à faire, puis c'est des murs existants, puis comme on ne touche pas, puis on les conserve tels quels, si on ne connaît pas la composition, on peut utiliser des murs génériques. Donc, allons voir ce que c'est. Donc, dans l'option mur, je vais aller chercher ici. Donc, dans votre gabarit pour l'instant, et je vous l'ai mentionné, hein, je pense à plusieurs reprises, là, ce gabarit-là est à l'étude. Présentement, on est en train de faire une refonte complète de ce gabarit-là. Vous allez avoir beaucoup de changements apportés dedans, beaucoup d'améliorations. Donc, la session prochaine, vous allez avoir un gabarit encore plus étoffé, en fait, il sera plus élaboré finalement. Donc, regardons ici. Donc, on a les murs de base comme on en avait vu dès le départ. Oui, on peut prendre un montant métallique puis ajuster l'épaisseur. Ou, comme j'ai mentionné, si on descend un petit peu plus bas, on va voir qu'on a des murs qu'on appelle génériques. Mur générique, là, il n'y a aucune composition dedans. Le mur, on ajuste sa profondeur. On veut un mur de 6 pouces, on indique tout simplement. Donc, je fais modifier le type. Évidemment, je fais toujours dupliquer. Je vais en faire un. Tiens, mur de 6 pouces. Oups. Voilà. Et quand je fais modifier, il n'y a aucune composante. Donc, c'est juste la partie centrale qu'on ajuste, puis on met l'épaisseur qu'on a besoin. Si on a besoin de 6 pouces, 5 pouces, 4 pouces, c'est un mur générique. OK? Donc, je peux utiliser ces cloisons-là ou ces murs-là quand la composition m'importe peu. C'est un mur existant que je ne vais pas toucher. Donc, je peux utiliser ça. Faites pas l'erreur suivante. Il y en a plusieurs, j'ai vu là, dans ma maquette, j'ai un mur de 12 pouces. Puis là, on choisit dans la liste. Ah, il y en a un 12 pouces ici. Mur de fondation, là, un mur de fondation, c'est un mur de béton qui est dans le sol. Ça le dit, c'est le mur de la fondation des bâtiments. Donc, quand on a un sous-sol, parfait. Je n'utiliserai jamais ces cloisons-là pour faire des murs à l'étage. Pourquoi? Parce que ces types de murs de fondation-là ne génèrent pas de limite de pièces. Donc, beaucoup d'étudiants avaient utilisé ça dans les maquettes qui ont utilisé ça. Puis là, ils me disaient, là, quand je viens placer mes pièces, ça ne fonctionne pas. C'est sûr, parce qu'un mur de fondation, on s'entend, on ne le laisse jamais à nu comme ça. On va toujours faire un soufflage ou faire une autre cloison devant. Donc, c'est pour ça que ces murs-là, à moins que vous fassiez vraiment un sous-sol, puis là, vous faites l'isolation par la suite avec un soufflage, etc., on va utiliser ça. Sinon, à proscrire quand vous faites des murs à l'étage, au deuxième ou troisième étage. Donc, on n'utilise pas les murs de fondation. OK? Donc, c'est juste une petite parenthèse là-dessus. Donc, on peut se créer des murs génériques maintenant à l'épaisseur qu'on veut pour faire nos cloisons. Tantôt, je vous ai mentionné qu'on peut ajuster le niveau, à quel étage on est. C'était pour ça que j'avais posé la question. Vous êtes au deuxième étage. Bon, je vais aller utiliser n'importe quelle élévation, puis on va aller voir. Là, moi, j'ai inséré mon plan CAD au niveau du rez-de-chaussée pour l'instant. Dans votre projet, si vous n'avez pas de sous-sol, vous pouvez supprimer le niveau. Donc, ça enlève, je vais faire OK, ça va enlever toutes les vues qui sont en lien avec le sous-sol. J'en ai pas. Donc, ça va
alléger votre arborescence, parce qu'il y en a qui me disaient « Hey, il y a donc bien des niveaux là-dedans, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces plans-là? » Quand on n'en a pas de besoin, on peut les supprimer. Même chose pour la toiture. Donc, si je suis au deuxième étage, moi, je peux supprimer le niveau toiture et mes niveaux, les renommer à ma guise. Donc, je sais que moi, je ne suis pas au rez-de-chaussée, ben, je peux venir cliquer dans la zone ici et dire, OK, moi, je vais inscrire étage 2, par exemple. OK? Puis, la partie supérieure dans mon... Je ne laisserai pas ça à étage 1, évidemment. Donc, la partie supérieure, ben, c'est mon, dans ce cas-ci, l'étage 3. D'accord? Et tout ce qui me resterait à faire, c'est de changer le niveau pour obtenir la hauteur que je veux avoir entre les deux. Donc, entre l'étage 2 et l'étage 3, j'ai 11 pieds 10 pouces. Donc, j'ai ajusté ma hauteur ici à 111 pieds 10, qui fait la différence, tel qu'inscrit dans notre plan CAD. Donc, ça correspond parfaitement à mon étage. Donc, je peux renommer en tout temps les niveaux. Vous allez voir dans votre arborescence, automatiquement, vous avez maintenant votre plan à l'étage 2. Mon plan de l'existant est là. Je pourrais renommer, évidemment. Je ne laisserai pas ça à rez-de-chaussée. Le titre qui est là, c'est en fait un nom que l'utilisateur... Bon, Alexa qui me répond maintenant. Ont été nommés en fonction des niveaux. Donc, les plans ici, je pourrais toujours les renommer pour dire, OK, ça, c'est mon plan de l'existant à l'étage 2, ou juste écrire plan de l'existant. Donc, ce nom-là, dites-vous que c'est ça qui va être affiché dans ma bulle de titre quand il viendra le temps de faire ma mise en page. Donc, le nom que j'indique là, je préfère les mettre en majuscule. Je peux les nommer en tout temps comme je veux. Et c'est ce titre-là qui sera affiché dans ma mise en page quand je vais créer ma mise en page. Donc, je reviens à mon plan de l'existant, puis je continue ce qu'on voulait ajouter à ça. Donc, pour les portes, insérer les portes, ça va. Vous avez des types de portes escamotables aussi dans vos types de portes. Je ne sais pas si vous les avez vus. On peut aller les voir. Donc, portes. Vous avez des portes pocket door, donc de 36 pouces. Je viens carrément l'insérer à l'endroit où je veux l'avoir. Si ma souris veut suivre, ça devrait bien aller. Donc, je pourrais positionner ma porte exactement à l'endroit où je veux l'avoir, le sens d'ouverture, etc. Téléphone sonne en même temps, tout est beau, en meilleur des mondes. OK. Lâchez pas. Oui, c'est ça. Ça va bien aller. On est en direct. Voilà. OK, donc on peut en tout temps venir insérer des composantes de porte. Évidemment, ça fait partie de votre gabarit. Les familles, Revit, on va pouvoir aller en chercher des multitudes en fonction de nos distributeurs, nos fabricants. On va pouvoir aller en chercher quand on va faire nos recherches. Donc, pour l'instant, on utilise le gabarit et ça va très bien comme ça. On peut même aller voir ça en élévation temporaire. Donc, on se place une petite bulle. Parfait. On peut aller voir ce que ça a l'air en élévation. Ma porte est entrouverte. Il y en a plusieurs qui me disaient « Hey, peux-tu l'ouvrir plus, ma porte, pour voir de l'autre côté? » Bien sûr. Donc, je sélectionne ma porte dans mon tableau des propriétés. Si je fais « Modifier type », vous avez normalement... Où est-ce qu'ils l'ont mis? Je reviens d'un tableau. Vous devriez l'avoir. Oui, ici. Donc, dans les cotes ici, là, présentement, elle est ouverte de 3 pouces et 15/16. Bravo. Donc, on peut changer cette valeur-là et l'appliquer. Ça va ouvrir votre porte avec le facteur que vous allez inscrire. Donc, vous pouvez ouvrir la porte plus si vous voulez. En tout temps, je peux changer ça et je l'applique. Mon élévation,
Je vais la fermer, j'en ai plus besoin. C'était juste pour le besoin de la cause. J'ai fait ça temporaire. Je peux même supprimer la vue. Il va me donner comme message d'erreur que la vue d'élévation va être supprimée. Ça ne me dérange pas, c'était une vue temporaire. Donc, je peux la supprimer en tout temps. Je reviens ici. Donc, je vais parler tout de suite du mur rideau à l'extérieur. Donc, je vais baisser mon niveau de détail pour avoir seulement que l'épaisseur de mon mur. Vous l'aviez remarqué, j'ai fait mon VV, j'ai mis une transparence dans mes murs extérieurs pour pouvoir voir mon plan CAD à travers. N'oubliez pas de remettre ça à 0 quand vous en avez terminé. Sinon, on voit toujours les éléments en arrière-plan. Donc, plusieurs me disaient hey, « moi, je vois mes planchers qui passent à travers, mes couleurs passent à travers mes murs. Quand je fais un plan couleur, ça passe en dessous des murs. » Il faut nécessairement se placer en ligne cachée et enlever la transparence dans nos murs. Sinon, on voit ce qui se passe en arrière-plan. Donc, on avait vu dans le plan CAD que notre mur rideau est à 8 pouces du sol et il fait 9 pieds de haut. Donc, je vais aller chercher ma composante de mur. Je vais aller chercher mon mur rideau. Donc, vous allez remarquer que le mur rideau va toujours se placer au centre de mon mur. C'est normal pour l'instant. Ce n'est pas plus grave que ça. On va le placer à l'endroit où on veut l'avoir. Donc, j'ai placé mon panneau de verre. Ouais, là, vous allez me dire, oui, mais tu n'as pas mis les hauteurs. Effectivement. Donc, je peux ajuster mes hauteurs quand je suis en train de le créer ou je peux en tout temps changer si j'ai fait une erreur. C'est OK, moi, je veux qu'il commence non pas à 0 pouce du sol, mais plutôt à 8 pouces. Puis, je veux lui donner une contrainte de 9 pieds de haut. Encore une fois, je vais enlever le petit tableau de zoom parce qu'il est comme un petit peu dans les autres. OK. Encore une fois, vous pouvez vous faire des élévations temporaires pour aller voir ce que ça a l'air. Donc, on voit notre panneau de verre là s'afficher. Je vais fermer mon autre maquette. Je n'ai pas fait de changement dedans, donc je vais le fermer. Et je vais me faire une petite vue en mosaïque pour avoir ma vue en plan puis mon élévation. Donc, on est ici et on a notre élévation tout de suite à côté. Je veux subdiviser évidemment mon panneau de verre en deux, donc je viens placer un quadrillage. Donc, ça, je pense que ça va pour tout le monde. Je peux placer mon quadrillage à la hauteur que j'ai de besoin. Si je ne me rappelle pas de la hauteur de mon panneau de verre, ben, je peux toujours revenir à AutoCAD pour voir mes trucs. Donc, ma subdivision horizontale est à 5 pieds, 4 pouces, 3 quarts du bas. Donc, je peux retourner ici et venir positionner placer dans mon élévation. Donc, je pourrais sélectionner présentement le placer à 6 pieds. Ce n'est pas grave, on le sait qu'en tout temps, on peut aller changer notre hauteur. Donc, beaucoup plus facile de cette façon-là. Je peux même mettre des fractions, des décimales si je veux. 5 pieds, 4 pouces et 3 quarts ou 0,75. Ça fait la job. Donc, mes subdivisions sont faites. Mon panneau est subdivisé. Il me reste à placer les meneaux là-dedans. Quand je viens placer les meneaux, évidemment, je dois savoir c'est quoi la dimension des meneaux qui ont été utilisés. Donc là, sur mon plan, je vais revenir dans ma vue en plan, prendre mon petit ruban à mesurer. Donc, j'ai un meneau de 3,5 par 2 pouces de large. Parfait. Donc, j'en ai dans mes meneaux. Je vais utiliser mon meneau rectangulaire 1 puisque c'est ça que vous avez dans votre projet. On fait modifier type et on vient toujours dupliquer la chose. Donc là, moi, je vais être rendu à 3 puisque je l'ai fait plusieurs fois. Donc, mon meneau rectangulaire 3, je vais ajuster ses profondeurs. Donc, je veux avoir 3 pouces et 1/2 de profondeur et je veux qu'il fasse 2 pouces de large. Donc, si je pars du centre, je mets 1 pouce et quart de chaque côté, ça fait 2 pouces et demi de large. Donc, je vais enlever le quart de pouce de chaque côté, 1 plus 1, 2 pouces de large. Donc, mon meneau ici
rectangulaire numéro 3, que je pourrais renommer à ma guise, fait 2 pouces par 3 pouces et demi. OK. Je viens placer mes meneaux partout. Donc, je peux me servir de mon élévation, puisque c'est beaucoup plus facile de venir les positionner. Je peux les ajuster en fonction de mon élévation cadre. Je sais que les meneaux centraux ne viennent buter contre les meneaux horizontales. Et je pourrais, à l'aide de ma vue en plan, venir positionner ça au bon endroit. Okay? Donc, si je viens sélectionner ça, puis je dis déplacer, ben, je vais pouvoir prendre mon meneau et venir le positionner au bon endroit dans mon mur. En élévation, on le sait, on a un arrondi. On peut aller prendre les dimensions, évidemment. Donc, je suis à 8 pouces 3/4 du haut, puis c'est une courbe d'un côté à l'autre. OK. La façon de faire pour modifier un profil, ça va être bon aussi pour n'importe quel mur que j'aimerais changer le profil, ben, c'est de sélectionner le panneau. Donc, je viens dans mon élévation. Avec ma souris, je viens survoler mon panneau de verre. Si vous n'y arrivez pas, le petit outil tabulation vous permet de passer d'un élément à l'autre. Et l'important, c'est de sélectionner le panneau de verre. Là, s'il est sélectionné, vous allez voir dans le haut, vous avez modifié le profil. C'est ce que je veux faire. Dans le fond, je veux pouvoir arrondir mon panneau de verre. Donc, je vais faire modifier profil. Et je vais venir utiliser l'option arc. Encore une fois, je viens positionner mon arc. Donc, je peux venir positionner mon arc ici. Juste un petit instant. Ma petite souris va apparaître. En fait, plutôt ma cote. Et là, si j'écris 8,75, je vais mettre le signe des pouces. Il va se placer tout de suite à la bonne hauteur. Je fais la même chose de l'autre côté. Je viens donner le deuxième point pour mon arc et je viens tout simplement placer ma courbure au bon endroit. Je n'ai pas cliqué sur la bonne ligne, évidemment. Ça arrive. Voilà. Donc, évidemment, un profil, c'est comme tout type d'extrusion que je fais. Il faut que ça soit fermé. Les lignes ne doivent pas se chevaucher, puis on ne doit pas avoir plus qu'un contour. Donc, je vais raccorder ma courbe avec ma ligne latérale et je vais supprimer ma ligne du haut. Donc, le nouveau profil est arrondi maintenant. Donc, si je fais terminer le mode modification, il va me donner un message d'erreur me disant « Oh, le menu horizontal, je ne suis pas capable de le courber, je vais le supprimer. » Eh oui, on va le supprimer pour l'instant. Mais mon panneau de verre a été arrondi. Tout ce qui me reste à faire, c'est de venir repositionner un menu dans le haut. Donc, j'ai maintenant mon mur rideau. En plan, ça n'a rien changé. Pourquoi? Parce qu'on coupe à 4 pieds du sol. À 4 pieds du sol, j'ai un menu central. La partie haute, qu'elle soit courbe ou pas, en plan, ça ne change rien. Donc, d'où l'importance de travailler en élévation quand j'ai à faire ce genre de modification-là. Je vais sélectionner mon mur rideau ici. Donc, vous voyez, là, j'ai sélectionné en élévation. Pourquoi? Parce que je veux pouvoir sélectionner le menu du haut, la partie du haut de mon carrelage. Donc, si je fais juste une sélection en plan, il va prendre que la portion qui est visible dans ma vue en plan. Donc, à l'aide de l'élévation, je peux tout sélectionner et venir créer ce qu'on appelle un groupe. Donc, on va créer un groupe avec ça, que je vais appeler fenêtre 1. Et OK. Évidemment, j'en ai déjà un dans mon dessin, puisque je le fais plusieurs fois. Donc, fenêtre 2. Voilà. OK, donc j'ai créé un groupe qui va me permettre de recopier cet élément-là. Si j'en ai besoin d'une multitude, ben, je vais pouvoir le recopier
à l'endroit où je veux l'avoir. Donc, ça va me permettre d'avoir des fenêtres arrondies partout. On a vu la commande miroir pour répéter selon un axe de symétrie mes éléments de l'autre côté. Ben, je peux prendre mon premier groupe, contrôle, sélectionne mon deuxième groupe et je vais faire miroir. Je vais tracer ma ligne centrale. Ça va faire mon mur rideau de l'autre côté. J'ai des fenêtres, j'ai des murs rideaux aussi dans le haut. Même principe, je vais sélectionner ça ici. Je vais utiliser mon option miroir avec dessiner l'axe de symétrie. Je vais prendre l'extrémité de mon mur ici, puis je vais me faire un axe à 45 degrés. Toujours en s'assurant, quand on fait l'option miroir, que l'option copier est sélectionnée, évidemment. Sinon, il ne va pas recopier l'image ou la composante, il va juste faire l'image inversée. Donc, je m'assure que copier est activé, évidemment. Vous aurez compris le principe après, bien évidemment, je vais copier de façon multiple cet objet-là, le nombre de fois que j'ai besoin, aux endroits où j'en ai besoin. Et toutes mes cloisons vitrées sont faites. Donc, je pourrais faire une élévation tout autour pour voir ce que ça a l'air, mais c'est exactement ce qu'on a ici. Donc, je peux en tout temps créer un mur rideau et modifier le profil, qu'il soit en angle, qu'il soit arrondi, je peux toujours modifier le profil de mes murs rideaux. Et je vais enregistrer la chose. Est-ce que ça va? Est-ce que vous allez le réécouter, j'imagine? Définitivement. Définitivement. Désolé, des fois, je vais un peu rapidement. J'essaie de faire en sorte que vous ayez tous les outils le plus rapidement possible pour que vous puissiez aller après ça à votre rythme. Donc, si je vais trop vite, vous pouvez m'avertir sans problème. OK. Prochaine chose qu'on remarque quand on fait des maquettes, c'est que, évidemment, soit qu'il y a des murs où il y a des colonnes ou des éléments qui sont hors normes ou qu'on n'a pas vraiment de composantes faites expressément pour ça. Donc, on va aller en créer. Une composante in situ, c'est en fait, ce n'est pas une famille, mais c'est comme un bloc pour Revit, mais ça va un petit peu plus loin que les blocs parce qu'on sait que dans AutoCAD, quand on dessine, on va dessiner des lignes, mais ici, on veut dessiner non seulement des éléments, mais on veut que ce soit des composantes intelligentes, puis on veut qu'elles aient une catégorie. OK? Donc, gardez en tête que quand on dessine des éléments sur mesure, ben, on va aller choisir dans quelle catégorie mon objet va être répertorié, puisque au final, je vais pouvoir faire des tableaux, des nomenclatures, puis aller chercher l'information au bon endroit. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est, oui, dans architecture, j'ai placé une composante, donc des familles que j'insère, mais j'ai aussi créé un situ. Créer un situ, un élément qui est sur mesure, que je vais dessiner, que je vais faire des extrusions avec. Je vous ai fait une capsule d'une vingtaine de minutes là, pour le poste de réception pour le projet 1. Elle est déjà en ligne, vous allez pouvoir aller la voir. Puis je parle aussi des extrusions par chemin, etc. Ici, ce que je veux faire, c'est des composantes in situ propres pour le projet 2. Donc, si on regarde ici dans le bas, j'ai des colonnes qui, particulièrement dans Revit, ils ne les appellent pas des colonnes, ils appellent ça des poteaux. Mais bon, on va prendre leur terminologie pour l'instant. Et ça risque de changer éventuellement. Ils vont sûrement appeler ça selon les éléments de structure. Ceci étant dit, je veux dessiner cette forme-là. Je veux lui donner la hauteur. On sait que du plancher, d'une dalle à l'autre, on a 11 pieds 10. Donc,
Rappelons-nous que l'extrusion qu'on va faire 11 pieds 10 de haut. Et donc, si je viens chercher composante in situ, créer, automatiquement, il va me poser la première question qui est la question de base, c'est ça fait partie de quelle catégorie l'élément que tu es en train de dessiner. Bon, moi, je le sais que je veux dessiner un poteau ou une colonne selon notre appellation. On va descendre dans la liste et on va voir qu'on a des composantes de mobilier, mobilier de rangement, luminaire, etc. On a toutes les catégories possibles pour créer nos in situ. Donc, première chose que vous faites, vous choisissez la catégorie. Donc, dans notre cas ici, on a deux types. On a poteau porteur. Bien, on sait que ça, c'est une colonne structurale. Bien, c'est un poteau porteur à ce moment-là que je vais utiliser. OK? Donc, je choisis cette catégorie-là. Ne vous en faites pas si jamais vous avez créé un in situ, puis vous avez fait une erreur de catégorie, vous ne la retrouvez pas dans votre nomenclature ou quoi que ce soit, on pourra toujours modifier notre in situ pour aller changer la catégorie si on a fait une erreur. Donc, je choisis ça. Automatiquement, il va me poser la question, tu veux l'appeler comment? Donc, je peux le nommer, je peux le garder le nom qui est là par défaut. Et ça m'amène une nouvelle série de commandes pour faire de l'extrusion, faire de la modélisation. Ce que je disais tantôt, vous êtes trompé de catégorie, bien ici, vous avez catégorie de famille, vous pouvez aller la changer en tout temps. Donc, ça veut dire que si je clique sur mon in situ qui est déjà fait, puis j'ai fait une erreur au niveau de la catégorie, je fais modifier in situ, puis je viens changer la catégorie. Ça va rectifier le tir. OK. Donc, vous allez avoir plusieurs commandes pour faire des extrusions. Donc, vous allez sensiblement les mêmes commandes qu'on retrouve d'un logiciel à l'autre, donc des extrusions, des révolutions, des suivez-moi ou extrusion par chemin. Donc, j'en ai fait un exemple dans la vidéo. Raccordement par chemin, raccordement donc de certains éléments. Donc, j'ai une forme carrée, puis je veux la raccorder avec une forme circulaire. On voit la petite vidéo là. Donc, il va faire le lien entre mes deux formes, puis il va les unir. Donc, ça, c'est un raccordement de forme. Donc, moi, je vais faire par extrusion. Donc, je veux faire une extrusion d'une forme. Donc, je sélectionne extrusion. Et là, vous allez avoir toutes les mêmes commandes qu'on a habituellement pour dessiner. Donc, par ligne, par forme, pour faire des courbes, etc. Donc, dans le cas présent, je ne connais pas la dimension de mon objet. Je vais y aller par ligne. OK? Donc, si je sélectionne mon premier côté ici, bien, je vais tracer tout simplement, rapidement, à l'aide de mes objets d'accrochage, ma forme. Donc, j'ai terminé. Je vais pouvoir lui dire ici à quelle hauteur se termine mon poteau. Donc, 11 pieds, 10 pouces. Ça commence au niveau du sol. Donc, ça pourrait être un élément qui est suspendu. Je pourrais lui dire qu'il commence non pas à 0, mais à la hauteur que je veux. Dans le cas présent, ça s'accroche au rez-de-chaussée, puis ça se termine à 11 pieds 10. On n'a pas de contrainte au niveau de s'accrocher aux étages. C'est plus des hauteurs fixes qu'on va donner. J'ai deux colonnes identiques. Je veux que ça soit le même in situ. Donc, bien souvent, dans un même in situ, on va pouvoir faire toutes nos formes. Donc, je vais utiliser l'option copier dans ce cas-ci. Puis, je vais tout simplement sélectionner mes lignes ici, les copier, prendre mon point de départ, puis venir le copier ici. Donc, je viens de faire deux poteaux porteurs de même dimension, de même extrusion. Évidemment, si j'ai des extrusions différentes, bien, je vais faire deux in situ à ce moment-là. Si les in situ sont identiques, je vais les créer dans la même opération. Et je vais terminer la création. OK? Donc, 2 fois le petit crochet. Mon poteau est fait. Si je regarde en 3D, j'ai maintenant des petites colonnes de 11 pieds 10 de haut avec la forme que j'ai demandée. En tout temps, c'est éditable. Je peux cliquer dessus, modifier l'in situ. Si j'ai fait une erreur en termes de hauteur, en termes de
catégories, je peux toujours aller les changer. Je peux, j'ai oublié, j'ai 4 colonnes pareilles, ben, je peux les recopier. Donc, on peut retourner en tout temps dans la phase de création pour corriger le tir. Est-ce que vous remarquez quelque chose? Là, je viens de créer dans mon plan de l'existant des poteaux, puis je vous donne la réponse finalement. Les poteaux sont vides. Est-ce que donc, vous voyez, là, vous créez des éléments, puis en fait, il n'y a pas d'hachure à l'intérieur. OK? Ça, c'est dû au fait que dans la phase existante, on a mentionné dans le tableau de VV, ou visualisation graphique, que les murs qui sont créés ou les éléments qui sont créés dans cette phase-là doivent être en grisé quand on dessine, par exemple, une cloison ou un mur. Ben, c'est la même chose pour les poteaux porteurs. Comme on n'en a pas dans tous les projets, dans ce gabarit-là, ils ne l'ont pas inclus. Donc, on doit nous-mêmes, manuellement, venir dans notre tableau VV, dans notre phase plan de l'existant, lui dire que, on va le voir là, on a la transparence au niveau des murs. Au niveau des murs, ils ont mis un hachurage à l'intérieur. Puis ça, c'est bon juste dans la phase existante. Donc, quand on crée un mur dans cette phase-là, on le sait que le motif à l'intérieur, c'est en grisé et c'est ce qui est affiché. Je vais faire la même chose. J'ai fait mon in situ dans la section poteau porteur. Ben, je vais faire la même chose ici. Je vais aller créer un motif à l'intérieur. Je vais lui dire que je veux un hachurage solide, puis je vais choisir la couleur, donc le gris. Et je vais l'appliquer. Donc, si j'ai bien fait ma job, mes colonnes sont grisées maintenant. Si vous vous posez la question pourquoi ils sont plus foncés, ben, c'est en fait, dans mon tableau VV, si on se rappelle, j'ai mis une transparence sur mes murs. Donc, c'est pour ça qu'ils sont plus pâles versus mon poteau porteur, je n'ai pas de transparence dedans. Donc, c'est la condition, en fait, c'est pour ça que ça donne ça. Donc, pour les petits renflements qui sont là, j'ai fait exactement la même chose. J'ai fait un in situ avec la forme. Je lui ai donné la hauteur que j'avais besoin. Et quelle catégorie on utilise pour faire ça? On va utiliser la catégorie mur pour qu'elle soit de même catégorie. Donc, si je masque certains éléments ou si je mets des transparences dedans, ben, ça va prendre exactement la même valeur puisque ça fait partie de la même catégorie. Donc, in situ pour lui, vous allez voir, j'ai fait la forme, j'ai donné sa hauteur, puis la catégorie, comme j'ai mentionné, j'ai utilisé la catégorie mur. Donc, très, très simple à réaliser des extrusions. Bref, très, très simple. Ça me permet de venir rajouter mes éléments dans mon projet. Donc, vous êtes en mesure d'ajuster les niveaux, de créer des nouveaux profils de murs rideaux, créer dans ce projet-là, les in situ simples. La deuxième capsule pour les in situ pour le projet 1, ben, j'ai fait une capsule juste pour le meuble de réception. Puis j'ai ajouté d'autres petites particularités dans cette capsule-là. Vous allez pouvoir l'écouter. Est-ce que ça fait du sens? Oui. Oui, excellent. Oui. Parfait. Je vais juste amorcer. Je ne le ferai pas au complet aujourd'hui parce que je veux que vous puissiez vraiment créer toutes vos vues là, dans vos maquettes. Mais même à partir d'ici, là, évidemment, on peut générer les vues qu'on veut, on peut faire des élévations. L'option perspective dans Revit est hyper simple à utiliser. Donc, à partir de n'importe quelle vue, évidemment, je préfère les faire à partir de mon aménagement, ma nouvelle construction, puisque on a inséré des composantes, on a inséré des trucs, on a fait nos planchers, nos plafonds, etc. Là, moi, dans cette capsule-là, j'en ai pas, mais je peux placer quand même une vue en 3D pour voir ce que ça a l'air. OK? Donc, si je clique sur Vue ici, vous avez l'onglet Vue 3D. Donc, Vue 3D, par défaut, là, c'est la maquette au complet. Donc, si jamais vous avez effacé ou renommé une vue puis vous ne la retrouvez pas,
la vue par défaut va générer la boîte 3D complète de la maquette vue de l'extérieur en isométrie. Caméra nous permet de positionner notre observateur à l'intérieur de notre pièce. Et là, si vous voyez, je n'ai pas lâché ma souris. Je peux orienter mon champ de vision où je veux. Ce qui est préférable de faire quand on place notre cible, c'est d'aller légèrement au-delà de ce qu'on veut voir. Bien souvent, les gens font l'erreur suivante, c'est de faire un champ de vision et l'arrêter là. Bien, la caméra, c'est comme si on mettait un tableau opaque où il y a mon petit X. Bien, je ne verrai pas ce qui se passe en arrière. Donc, je vais plus loin, puis là, je peux faire une vue et il vient automatiquement générer une vue complète que je peux agrandir. Et là, on a notre vue 3D qui se fait automatiquement. Si vous vous posez la question par rapport à la hauteur des yeux, l'observateur, par défaut dans Revit, se positionne à 5 pieds 6 pouces. Donc, la cible et l'observateur, c'est 5 pieds 6 pouces. Si vous remarquez, pourquoi ils ont marqué 105? Parce qu'on le sait, le rez-de-chaussée est au niveau 100, donc il ajoute le 5 pieds 6 à notre 100 pieds de base, donc 105 pieds 6 pouces. Si vous voulez faire des vues en plongée ou des vues même plus bas, bien, vous pouvez changer les différentes hauteurs et voir automatiquement votre vue s'ajuster. Donc, en tout temps, vous pouvez ajuster. Et là, ça change l'angle de visée. Donc, si vous voulez avoir des vues plus en plongée, moins en plongée, vous pouvez ajuster en tout temps. Mais les vues, par défaut, sont placées à 5 pieds 6 pouces. Donc, vous pouvez vous placer des caméras. Il n'y a pas de... Contrairement à beaucoup de logiciels, quand on place notre caméra, si on n'ajuste pas bien les hauteurs, les vues sont trop distorsionnées ou les champs visuels ne sont pas très vendeurs. Bien, ici, vous pouvez placer le nombre de caméras que vous voulez, là, puis je vous garantis que les vues vont être représentatives, puis on va pouvoir les placer dans nos mises en page. Donc, l'idée là, dans vos deux projets, c'est de créer toutes les vues que vous voulez reproduire et positionner sur vos mises en page. Je n'entrerai pas dans le détail des nomenclatures, puisque ça, c'est vraiment un cours complet là-dessus, mais je peux vous faire une petite démo pour amorcer vos mises en page si vous le voulez bien. Je peux faire ça maintenant. Donc, moi, j'ai quelques vues. Donc, ça ici, tiens, je vais enregistrer mon projet 2 pour l'instant. Je vais aller ouvrir mon projet 1. Dans Léa, je vous ai déposé un petit cartouche là, 18 par 24 qu'on va se servir pour faire nos mises en page. Pourquoi je vous en ai déposé un dans Léa? C'est que j'ai ajouté, comme j'ai mentionné, la petite perspective du cégep, là, juste pour besoin de la cause. Vous allez pouvoir mettre à jour votre cartouche en tout temps. OK? Donc, vous avez généré vos vues dans votre arborescence. Chacune de ces vues-là peuvent être déposées directement sur vos mises en page. Donc, si vous descendez dans votre nomenclature, vous avez une section où c'est marqué « Feuille ». Vous avez dans votre gabarit déjà une vue page titre, plan de l'existant. Selon moi, je pense que c'est ça que vous avez par défaut. Mais vous pouvez, en tout temps, en cliquant sur « Feuille », ajouter des nouvelles feuilles. Donc, si dans un projet, vous voulez avoir, là, je n'ai pas le gabarit au complet, celui que vous avez, je pense que vous avez plus de mise en page que ça, mais quand vous cliquez sur « Feuille », automatiquement, vous allez pouvoir choisir le format de feuille que vous voulez avoir, puis ce que vous voulez faire. Donc, je vais ajouter une nouvelle feuille, je fais une nouvelle feuille et je l'ajoute tout simplement. OK. Donc, ça, c'est simple. Je vais enlever, tiens, faire l'exemple. Pour part de ça, on supprime tout. OK. De base, votre cartouche, je vais faire l'exemple à partir de 0. Donc, je vais fermer ça, charger dans le projet.
Okay, donc, votre cartouche va ressembler à ceci. Donc, il est vide. Je vous ai mis dans Léa le cartouche pour mettre ça à jour. Donc, vous faites tout simplement insérer, charger une famille. Donc, une famille pour Revit, là, c'est tout aussi bien un cartouche que du mobilier ou des composantes de porte, etc. C'est toutes des familles. Donc, charger famille ici, c'est le même principe, peu importe ce que je veux insérer. Moi, je l'ai téléchargé dans mon cours 12. Il s'appelle cartouche 2017 18 par 24. Donc, si je l'insère, il va me... Ce qui me pose la question. En espérant que celui-là, c'est bien le 18 par 24. Ah, il n'y a pas le même nom, ça va bien. Très bon exemple. Ah là là, les joies du direct. OK, je vais fermer ça. Je vais m'assurer que c'est le bon cartouche. Voilà. Donc, il était déjà à jour dans mon dessin, évidemment. Donc, je vais corriger le tir pour que ça représente un petit peu ce que vous allez avoir dans votre projet. OK. Donc, si je refais ma petite démo, j'insère ma famille. Vous voyez, là, il me dit, le cartouche 2017-18/24 existe déjà dans ton projet. Veux-tu le remplacer par la version que tu as téléchargée de l'IA, par exemple? Oui. Donc, si je fais ça, automatiquement, il va le mettre à jour puis il va le remplacer. Les cartouches, c'est comme des blocs d'AutoCAD. Je peux aller changer ces familles-là et aller insérer ce que je veux à l'intérieur. Vous voulez vous faire un logo, vous pouvez le faire. Vous avez fait un logo dans AutoCAD, vous avez un petit fichier, un bloc, vous pouvez l'insérer là-dedans, ça s'insère. Même chose qu'un fond de plan, vous pouvez l'insérer directement dans la famille. Donc, la façon de faire, c'est hyper simple. Je double-clique sur mon cartouche, ça ouvre automatiquement la famille. Donc, je suis dans le cartouche présentement. Je peux aller insérer des images, je peux aller insérer des fichiers CAD, je peux faire ce que je veux à l'intérieur de ma famille. Une fois qu'il est fait, je viens la charger dans mon projet, puis les correctifs vont se faire. OK? Donc, dans mon cas, je n'ai rien changé, donc je vais le garder comme ça. Annuler. Reviens nous voir. Voulez-vous enregistrer? Non. OK, donc, je peux en tout temps aller modifier un cartouche. Je pourrais aller ajouter du texte qui s'ajouterait sur chacune de mes pages. C'est pareil comme dans AutoCAD. Là où ça diffère, c'est quand je viens pour faire mes mises en page, je n'ai pas à ouvrir de fenêtre de présentation. Ce que je vais faire, c'est que je vais, dans mon arborescence, sélectionner le plan que je veux mettre sur ma page. Donc, par exemple, si je veux placer mon plan de l'existant, je vais le prendre et je vais le glisser sur ma page. Automatiquement, je vais avoir mon plan qui va apparaître à l'identique de ce que j'avais dans mon arborescence quand j'ouvre la vue. D'où l'importance de bien nommer vos vues, de bien les recadrer. OK? Donc, ma fenêtre d'encadrement, quand je la positionne, c'est ça qui vient délimiter ma fenêtre de présentation. OK? Donc, quand je suis dans mon mode, j'appelle ça le mode objet pour faire un lien avec AutoCAD, l'encadré qui est ici, c'est moi qui ajuste sa dimension. Okay? Plusieurs me posaient la question, est-ce que je peux avoir la même dimension de fenêtre de présentation ou de recadrer, que ce soit un plan d'aménagement, un plan de plafond, etc.? Oui, on peut, à condition de le sélectionner, ma fenêtre d'encadrement. Donc, si je prends ce format-là, puis c'est celui-là que je veux utiliser, vous vous souvenez, quand j'ai sélectionné mon panneau de mur rideau tantôt, je pouvais changer le
le profil, c'est la même chose pour une fenêtre d'encadrement. Si je double-clique dessus, j'entre en mode modification de fenêtre de présentation ou de fenêtre d'encadrement. Je peux, en tout temps, à l'aide de ma touche contrôle, faire copier-coller, donc CTRL-C, ça sélectionne ma fenêtre d'encadrement. Je n'ai pas fait de changement, donc je peux fermer ça. Si je viens dans mon plan d'aménagement, par exemple, j'aimerais ça avoir le même recadré exactement positionné à la même place, je vais entrer dans mon profil de fenêtre, donc double-clic, et à l'aide de l'outil copier-coller, j'ai dans coller l'aligner sur la vue actuelle. Donc, il va se placer automatiquement à la même place. Donc, j'ai exactement la même fenêtre de présentation. Donc, vous aurez compris que l'ancienne, je viens la supprimer pour avoir seulement qu'un cadrage et je fais petit crochet. Donc, je peux recadrer toutes mes vues identiques avec la même fenêtre d'encadrement. Donc, ce qui va me permettre, quand je viens positionner ça sur mes mises en page, qu'elles soient toutes positionnées et de même dimension, donc plus facile à venir positionner sur mes pages. Donc, je peux recadrer mes trucs. Je reviens sur ma page, plan de l'existant. Évidemment, la fenêtre d'encadrement, je ne veux pas l'avoir, je ne veux pas que ça s'imprime. Donc, vous pouvez en tout temps aller modifier votre vue plan de l'existant ou vous pouvez entrer à l'intérieur de la fenêtre de présentation. Donc, je double-clique à l'intérieur, vous voyez votre cadre, votre cartouche est devenue pâle. Ça veut dire, ça nous indique ici qu'on travaille maintenant dans la fenêtre de présentation et je pourrais lui dire, le cadrage, moi, je ne veux pas le voir. Donc, je peux en tout temps le masquer et recliquer sur mon papier. Ma fenêtre d'encadrement est disparue. Pour ce qui a trait des titres et des bulles de référence, chacune des vues que je positionne, que ce soit une élévation, un plan ou une perspective, la fenêtre de présentation, elle a un libellé, elle a un bloc qui lui est attribué. Donc, si je le sélectionne ici, puis je regarde dans mon tableau des propriétés, là, on me dit que c'est une fenêtre sans bulle, d'où je n'ai pas de titre en dessous. Si je viens sélectionner avec la vue en plan, puisque c'est une vue en plan, il va rajouter ma bulle de référence automatiquement. Il va la numéroter en fonction du numéro que j'ai mis dans ma feuille. C'est moi qui l'ai numéroté. Puis, il m'indique que c'est le plan numéro 1 de la page descend et il va indiquer l'échelle à laquelle la vue a été faite. Le titre qui est inscrit ici, c'est le nom de la vue que vous avez dans votre arborescence. Donc, en tout temps, si vous modifiez le titre ici, ça va changer dans votre arborescence et vice-versa. Donc, toutes les vues sont interreliées. Aucune chance de se tromper et de faire une coordination erronée, puisque notre arborescence et nos titres vont avoir la même appellation. Pour la ligne qui est en dessous de ma fenêtre de présentation, par défaut, le logiciel va étirer la ligne selon la fenêtre d'encadrement. Donc, il va faire une ligne complète. Si je sélectionne ma fenêtre d'encadrement, je vais pouvoir réduire. Donc, je clique sur ma fenêtre de présentation. Je peux réduire comme nos blocs dynamiques dans AutoCAD. Je sors de là, puis je peux déplacer mon titre et venir le positionner à l'endroit où je veux l'avoir. Donc, je peux en tout temps déplacer mon titre et venir l'aligner avec ma fenêtre de présentation si je veux. Oups, ma souris veut suivre, ça devrait bien aller. Donc, je peux, si je veux réduire la ligne de titre, je sélectionne la fenêtre de présentation, je peux étirer la ligne. Sinon, je sélectionne la bulle pour la positionner où je veux l'avoir. Mais les bulles se remplissent automatiquement. Et les élévations aussi. Vous mettez des bulles d'élévation dans votre plan. Une fois que vous allez avoir placé votre élévation sur la page, le lien va se faire entre les pages. Donc, à ce chapitre-là, chapeau pour ce logiciel-là, pour les mises en page, pour les bulles de référence. Donc, je peux déplacer, positionner mes différents plans
J'aurais dû placer ma fenêtre de présentation là, pour qu'elle soit identique. Donc, vous aurez compris, je peux positionner mon plan de l'existant, mon plan de démolition, mettre les bulles, ainsi de suite. Okay. Dans le plan de l'existant, vous avez mis des bulles de référence, donc vous avez mis des bulles de pièces. Dans le plan de démolition, une fois qu'on a démoli les murs, les pièces disparaissent. On s'entend? Si vous voulez avoir les numéros de pièces sur ce plan-là, la seule façon d'y arriver, c'est de générer une copie identique de mon plan de l'existant, puis de garder seulement que les bulles de référence pour venir les superposer. Ouf, ça fait beaucoup de stock. Hein? OK, je vais aller dans mon plan de l'existant. Je le sais que mes bulles de pièces sont là. Alors, ce que je veux faire, en fait, je vais dupliquer ma vue. Vous voyez, je l'ai déjà fait ici. Je vais le supprimer juste pour montrer comment je l'ai fait. Je vais dupliquer ma vue plan de l'existant avec les détails parce que je veux avoir les bulles. Donc, il va l'appeler plan de l'existant copie. Je vais pouvoir le renommer. Vous dire, OK, ça, c'est mes numéros de pièces. Dans cette vue-là, évidemment, je ne veux pas voir les murs, je ne veux pas rien voir, je veux juste voir mes bulles de pièces. Alors, façon rapide de le faire, je sélectionne tout le plan et je viens masquer tous les éléments. Wow, vous allez dire, oui, OK, tu as tout masqué? Oui. Je vais lui demander de me montrer ce qui a été masqué. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller sélectionner avec la touche contrôle mes différentes bulles de pièces pour les réafficher. Donc, petit truc rapide. Oups, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne l'ai pas sélectionné finalement. Donc, je sélectionne mes pièces, contrôle. Allez, la souris. Petit lag un petit peu. Ça allait super bien tantôt. Est-ce que tu es capable? Donc, je laisse mon doigt sur contrôle pour faire le plus. Et j'affiche les éléments. Pourquoi? Wow, une bonne démo. Qu'est-ce que j'ai fait? L'interface ne veut rien savoir. Ouh! J'ai un petit bug là. Les joies du direct. On n'a pas tant d'éléments, donc je vais masquer mes sols. Je vais masquer. Je vais y aller à l'inverse. Là, je vais sélectionner les éléments que je veux masquer. Parce qu'il n'y en a pas tant. Ça se voulait un shortcut, mais ça n'a pas marché. Donc, vous voyez là, le résultat que je voulais avoir finalement. Là, je voulais afficher seulement que mes numéros de pièces
existantes. Comme ça. Et le but de ça, et c'est la seule façon de faire pour pouvoir mettre nos bulles de pièces dans un plan de démolition. Le logiciel n'est pas conçu pour ça, puis c'est logique. Quand je démolis un mur, la pièce n'existe plus. Bien, le lien ne se fait plus entre les pièces. Donc, dans mon plan de démolition, c'est fait pour ça. Donc, ça veut dire que si je veux avoir mes numéros de pièces dans mon plan de démolition, qu'est-ce que je fais? Bien, je viens tout simplement prendre ma vue que je viens de créer et venir la superposer. Je viens la superposer et j'ai mes numéros de pièces maintenant qui s'affichent. C'est comme si dans AutoCAD, je prenais deux fenêtres de présentation, puis je venais les superposer l'une sur l'autre, et dans une, je venais masquer certains éléments. Donc, c'est une méthode qui a été, ben, en fait, que j'ai élaboré, que j'ai découvert, en fait, parce que si je voulais mettre des numéros de pièces dans un plan de démolition, plusieurs avaient tendance à recréer des pièces dans le plan de démolition, et là, ça vient poser plus de problèmes que de solutions, parce que le logiciel va superposer les pièces existantes avec les nouvelles pièces, et là, c'est le fouillis total. Donc, moyen de contourner la chose, c'est de faire une vue qu'on a recopiée, en fait, du plan d'existant, qu'on a juste gardé les numéros de pièces, puis on vient les superposer dans notre mise en page. Donc, voilà les petites notions de départ pour faire nos mises en page. Évidemment, si vous avez plan d'aménagement, plan de plafond réfléchi, les vues, je les dispose de la même façon sur les différentes pages. Je viens tout simplement créer des nouvelles pages, je les numérote, puis automatiquement, les numéros vont s'afficher et les bulles aussi. OK? Plan de couleur, même principe. Puis les élévations, comme j'ai mentionné, une fois que vous allez positionner vos élévations, la bulle va se remplir automatiquement en fonction de où votre bulle de référence est positionnée. Donc là, il me dit sur la page 101, j'ai une bulle d'élévation pour ma salle de conférence. Donc, si je vais voir sur mon plan 101, ben, je devrais avoir une bulle. Et c'est effectivement le cas. Et lui fait le lien avec la page des 200 pour mon élévation. Donc, les bulles de référence vont se remplir automatiquement. Tant aussi longtemps que ma vue d'élévation n'est pas positionnée sur une page, dans mon plan d'aménagement, la bulle d'élévation, il y a un petit tiret dedans parce qu'elle n'a pas été utilisée encore, elle n'a pas été placée sur une feuille, donc les bulles de référence restent toujours vides à ce moment-là. Donc, dès qu'elle est positionnée, bien, ça va faire en sorte que je vais avoir mes bulles de référence remplies. Pour les nomenclatures, ça, je vais faire un beau topo juste là-dessus, aussi les étiquettes de portes, etc., de mobilier, les nomenclatures, ça, c'est vraiment un cours complet là-dessus. Ça va venir prochain cours. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Trop de stock, pas assez? Trop. Trop? OK. Ben, tu vas pouvoir me mettre sur pause souvent si tu veux. Donc, le but... Inquiétez-vous pas, moi, je le fais beaucoup. Excellent. Donc, voilà, je vais arrêter la séance Zoom pour aujourd'hui pour pouvoir extraire la vidéo. Je vais la déposer. Et comme à l'habitude, je vais redémarrer la séance Zoom pour répondre à vos questions. Donc, est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, merci. Oui? OK. Donc, à tantôt. Peut-être 5-10 minutes, là, le temps que la vidéo se convertit.